de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour et bienvenue dans cette première émission de Vie ma vie de DG. Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Bernadette Fulton, qui est déléguée générale de l'UIT, l'Union des industries des textiles, et Joëlle Da Fonseca, qui est responsable des affaires économiques et européennes. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue Bernadette. Merci de vous présenter en quelques mots. Bernadette Fulton, donc bonjour Hervé. Je suis déléguée générale, comme vous l'avez dit, de l'Union des industries textiles, mais moi ça fait maintenant 27 ans que j'exerce le métier de déléguée générale. Et j'ai eu la chance de l'exercer dans des domaines économiques très divers, que ce soit l'industrie lourde, les services avec les experts comptables et commissaires aux comptes, le commerce de détail de l'habillement, et maintenant je suis de nouveau dans l'industrie. Merci Bernadette. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'UIT, de votre association professionnelle ? Alors, l'Union des industries textiles est une union qui va bientôt fêter ses 125 ans. Nous fédérons aujourd'hui 2200 entreprises, c'est 62 000 salariés, c'est 92% de PME et dedans un tiers de TPE. Et ce sont des gens qui sont en train de redémarrer, retrouver l'essor depuis 2015 après avoir vécu 30 années terribles de désindustrialisation. 125 ans. Justement, dans votre environnement professionnel, il y a sûrement des sujets un peu plus sensibles que d'autres. Aujourd'hui, en termes d'industrie, on en a beaucoup et on a eu l'année dernière notamment à gérer les problèmes d'énergie. Lorsqu'on est industriel, l'énergie est indispensable, que ce soit l'électricité, le gaz pour nous, maintenant c'est l'eau aussi. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important parce que sans ces éléments-là, on ne peut pas faire fonctionner nos industries. C'est une raison de vie ou de mort. Et puis après, on va avoir tout ce qui est développement durable, décarbonation, recrutement et puis réindustrialisation. On attend beaucoup du prochain projet de loi Industrie verte de Bruno Le Maire. Revenons, si vous voulez bien, sur les missions et le métier de délégué général. Et justement, quelles sont les missions pour vous d'un DG et justement, quelles doivent être ses qualités ? Alors pour moi, à travers toutes ces années d'expérience, je dirais que un DG finalement est aussi divers que les organisations qu'elle représente. On peut être gestionnaire et manager, d'autres vont être purement lobbyistes, certains vont faire les deux. Et puis nous avons quand même une chose qui nous regroupe, on doit rassembler, on doit représenter, et c'est ce qui certainement nous distingue, enfin nous réunit dans ce métier. Ça veut dire qu'en fait, on ne s'ennuie jamais. Est-ce qu'on s'ennuie quand on est délégué général ? Alors, mon problème, c'est que je ne sais pas ce que veut dire le mot ennui, donc je ne peux pas vous en parler. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de définition de l'ennui, on ne s'ennuie jamais quand on est DG. Non, puis en fait, l'une des autres caractéristiques du DG, c'est d'être force de proposition. Donc, par définition, comme nous sommes en permanence force de proposition, on crée nous-mêmes notre activité. C'est-à-dire que pour vous, il y a un profil type de DG ? Alors, on s'est aperçu au travers de l'observatoire du CEDAP qu'il n'y a pas de profil type. On a des DG qui proviennent de différentes écoles et de différentes expériences. Néanmoins, aussi... Quelle expérience à peu près quel univers ? On sait qu'il y a l'univers des sciences politiques, il y a l'univers des RH, et puis il va y avoir tous les univers techniques, d'ingénieurs notamment, que l'on retrouve. Et ça va vraiment dépendre du secteur où l'on se trouve. Et vous êtes en poste, il me semble, depuis un peu plus d'1 an ? Un peu moins, je ne suis pas tout encore refait mon année. Justement, on dit qu'un délégué général doit avoir une bonne relation avec son président et ses membres du bureau, donc oui, avec toute la sphère des élus qui sont, on le sait bien, des chefs d'entreprise. Comment est-ce que vous y parvenez, justement ? Alors, je vais vous dire, il n'y a rien de simple dans cette histoire, c'est obligatoire et nécessaire. Une organisation professionnelle ne fonctionne que si le binôme président et DG fonctionne. Donc, il faut, au départ, trouver le moyen d'apprendre à se connaître, voir où on est complémentaire, comment on peut aider l'autre à faire son job. Un DG, bien souvent, nous sommes un coach. Nous allons coacher le président. On dit toujours que la fonction fait l'homme. Et bien souvent, nous apprenons à avancer avec eux pour compléter et
leur faire prendre l'intégralité du costume pour qu'ils deviennent des présidents dans tout l'exercice de leurs fonctions. C'est un métier où on est un peu isolé quand même, on est un peu seul, non ? Alors, oui et non. Au départ, je l'ai été, puis un jour, j'ai découvert le CEDAP, et là, on n'est plus du tout seul au CEDAP. On se retrouve avec des gens qui savent exactement ce que vous vivez, et ça a été un soulagement extraordinaire de pouvoir rencontrer des confrères qui vous expliquent comment vous allez pouvoir vous sortir de problématiques qu'eux-mêmes vivent déjà. Vous nous avez parlé de votre expérience quand même assez importante au niveau de vos fonctions de DG. Est-ce que pour vous, c'est plus intéressant de travailler dans une petite ou une plus importante organisation, association professionnelle ? Alors, moi, j'ai pas été dans des très grandes. Dans des toutes petites, oui, on a été 4, et depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis dans des organisations de taille moyenne, c'est-à-dire entre 7 et 12 salariés. Pour moi, j'ai pas de problème de taille, vraiment. Ce métier me passionne, donc j'ai pas de sujet sur la taille de l'organisation. Vous pourriez diriger une structure de 50 permanents ? Oh, j'en sais rien. Il faudrait d'abord que j'en ai les compétences, donc je ne sais pas si je peux aller jusqu'à 50 permanents. Mais après, on change de métier. Quand on arrive au-delà de 50, voire 200, je pense qu'on fait plus du tout le même job. J'aime bien les TPE, moi. Vous nous avez parlé, évidemment, je le redis, de votre expérience et de vos différentes organisations professionnelles. Est-ce que vous avez connu des crises ? Est-ce qu'à un moment, dans votre expérience, dans votre parcours, vous avez eu dans vos postes des sujets avec des crises à traiter ? Comment vous y êtes parvenu à les résoudre ? Quand vous parlez de crise pour l'organisation professionnelle pour l'organisation elle-même, par rapport à l'écosystème économique, peut-être des structures que vous représentiez qui étaient peut-être, compte tenu de la conjoncture, compte tenu peut-être de certaines impulsions gouvernementales, pouvaient vous mettre, en tout cas vous, votre organisation et vos adhérents, en difficulté. Alors dans ma toute première organisation, j'ai démarré avec 2 syndicats professionnels, dont un que nous avons été obligés de fermer, faute de combattants. C'était un problème de restructuration, et les entreprises se rachetaient entre elles, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'entreprise pour faire fonctionner le syndicat, on a dû le fermer. Là, il n'y a pas tellement d'éléments à trouver. Après, les crises, nous les vivons avec les entreprises, donc il faut en permanence adapter l'organisation, son fonctionnement, et en fonction des besoins et en fonction aussi des ressources que nous obtenons. Donc, comme n'importe quel chef d'entreprise, je pense qu'il doit adapter son organisation à son marché. Nous, on adopte nos organisations en fonction des besoins de nos adhérents et de leur capacité à nous soutenir. Merci Bernadette. Nous allons, si vous en êtes d'accord, passer à une partie un peu plus personnelle, parce que là, on a parlé de vos associations professionnelles, de votre métier de DG. Justement, vous nous avez parlé de votre expérience professionnelle, mais qu'est-ce que vous avez fait avant d'être délégué général ? Alors moi, j'ai une formation au départ. J'ai été très attirée par l'international, donc j'ai fait. Vous avez voyagé ? J'ai fait d'abord, oui, j'ai appris les langues étrangères, donc j'ai appris l'anglais, puis je suis rentrée à Sciences Po Paris, où me suis orientée vers tout ce qui était international. D'accord. Donc ça, c'était un premier point. D'accord. Et c'est en sortant de Sciences Po que je cherchais du travail, et j'ai découvert les organisations professionnelles. Je ne les connaissais pas du tout. Je suis tombée dedans par hasard. D'accord. Et après, c'est devenu une passion. Donc, à partir de là, j'ai fait toute ma carrière dedans. D'accord. Merci. Au niveau de vos passions, puisqu'on est dans la partie un peu plus personnelle, justement, quels sont votre hobby ou vos hobbies que vous avez au niveau personnel ? Alors, en dehors de mon travail, de ma famille, bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup de temps, je suppose. Aujourd'hui, ils sont grands, je n'ai plus à être à la maison pour m'occuper d'eux. Mais c'est vrai que j'ai toujours adoré voyager, donc le faire avec mon travail, ça a toujours été un vrai plaisir. Sinon, pour me détendre, quand il y a des moments de pression, je vais faire plutôt des travaux manuels. Ça va être soit je m'occupe de mes fleurs, des orchidées, d'essayer de les faire repousser, je fais du crochet, je vais transformer des vieux meubles en bois. Voilà, j'essaye d'extérioriser la pression que je peux intégrer dans les journées et dans les semaines qui sont bien pleines. Et vous avez du temps pour faire ça ? Uniquement les week-ends. Je travaille énormément dans la semaine, et le week-end, c'est ma bulle, et je fais ça pendant mes week-ends.
On a parlé de vos hobbies et en termes de sujets, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Bon, il y a évidemment les sujets que vous défendez à travers votre organisation professionnelle, mais personnellement, est-ce qu'il y a des sujets ou un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Alors j'en ai deux, puisque comme vous avez remarqué que j'ai besoin d'occuper mon temps. Je milite dans deux associations. L'une qui est le CEDAP, et je suis militante depuis 2006. Et pour moi, parler et mettre en avant les organisations professionnelles, les DG et leurs collaborateurs, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important. Surtout quand on est passionné par ce qu'on aime. Donc, le CEDAP, et pour tout ce qui s'y passe, est important pour moi. Et je vous remercie de m'avoir invité sur cette émission. Et la deuxième, j'ai intégré, un peu forcé, là, après avoir perdu mon job il y a 2 ans, une association qui milite pour l'employabilité des seniors, parce que on arrive tous, on passe tous par le cap senior, donc j'y suis. Et c'est extrêmement intéressant de voir ce qu'il se passe sur le marché de l'emploi quand on affiche un certain âge. Et donc, je suis rentrée dans une association très dynamique qui s'appelle le réseau Udino. Et ce sont les deux sujets, les 2 points sur lesquels aujourd'hui je passe du temps aussi, en plus de mon travail. Vous pouvez justement nous parler un petit peu plus du réseau Udino? Il me semble, pour les cadres, c'est ça, de 45 ans et plus? Le réseau Udino est ouvert aux cadres supérieurs, cadres dirigeants de plus de 45 ans. 60% des membres aujourd'hui, on a 480, 60% sont en poste, et les 40 autres sont pas nécessairement en recherche d'emploi, mais peuvent être en transition et en réflexion sur leur avenir. Et donc le réseau leur apporte plusieurs éléments. À la fois, moi, il m'a apporté la possibilité de comprendre le marché de l'emploi après 25 ans passés à travailler. Le marché de l'emploi est compliqué, donc on a besoin de savoir se présenter et de pouvoir en comprendre les codes. Il apporte beaucoup de convivialité, de soutien entre les membres. Et puis, il y a une profusion de conférences, d'experts, de gens qui ont énormément d'idées, qui les partagent avec vous. C'est compliqué pour vous, puisque vous parlez du réseau Udino, quand on est senior, puisque maintenant on est senior, il me semble, à partir de 40 ans. 45. Est-ce que c'est un atout, en fait, d'être senior dans un poste de DG ? Alors c'est un atout, parce que ce qui est une chose extraordinaire, c'est de pouvoir se reposer sur son expérience et sur tout ce qu'on a acquis depuis des années, puisque finalement les choses se répètent, et c'est une façon de l'exercer. Dans nos postes, c'est très important, ce sont des postes fondés surtout sur la relation humaine. Donc oui, et puis après, eh bien, c'est de pouvoir dire ça je l'ai déjà vécu, voilà comment on peut faire une action de cette manière-là. Vous avez parlé un peu de vos engagements à la fois du CEDAP et du réseau Udino, je vous en remercie. Est-ce qu'il y a pour vous certains engagements qui sont incompatibles avec la fonction de DG ? Alors, moi, j'en ai un, mais je suis pas sûre qu'on soit nécessairement d'accord tous les deux dessus. Je pense personnellement on ne peut pas, ou c'est compliqué d'avoir un engagement politique déterminé. Je pars du principe, en 25 ans, moi j'ai discuté avec tous les gouvernements qui étaient en place, qu'ils soient de droite, de gauche, et je dois en fait m'effacer derrière mon organisation professionnelle, et donc personne ne trouvera aujourd'hui et ne saura pour qui je vote, et ce que je fais dans cette matière-là, c'est quelque chose que je garde vraiment uniquement pour moi. Vous n'avez pas voté pour le oui ou pour le non pour les trottinettes alors ce week-end? Ah ben non, mais je fais pas partie, j'habite pas Paris, donc de toute façon. Par rapport à vos enfants, quand vous leur parlez de votre métier, est-ce que vous seriez fier éventuellement qu'ils exercent ce métier de DG? Oh oui, moi j'ai pas d'incompatibilité dessus. Moi, je pars du principe que mes enfants doivent choisir le métier dans lequel ils seront le plus heureux, alors que ce soit celui-ci ou celui qu'ils ont choisi. Moi, je les suivrai et je les pousserai sans aucun problème. Merci beaucoup, Bernadette. On va passer à la deuxième invitée avec Joëlle Da Fonseca. Je vous propose de vous présenter. Quelle fonction, justement, exercez-vous au sein de l'UIT, je vous rappelle, l'Union des industries textiles? Merci, bonjour. Donc en fait, je suis responsable des affaires économiques et européennes au sein de l'Union des industries textiles. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que tout le monde ne connaît pas déjà les organisations d'associations professionnelles, et encore moins les postes à travers ces organisations.
Alors oui, alors les affaires, en fait, j'ai trois piliers dans ma fonction. C'est les affaires économiques, donc suivi des indicateurs clés de notre industrie. Donc le chiffre d'affaires, la production, les évolutions dans les effectifs, enfin voilà, tous les indicateurs économiques, on essaie d'en faire un suivi assez fidèle. Est-ce que c'est important dans une organisation professionnelle d'avoir les indicateurs économiques ? Bien sûr, parce que quand vous allez voir l'administration française pour défendre des dossiers, si vous n'avez pas des chiffres clés à leur fournir, c'est comme si vous arriviez les mains dans les poches. Donc vraiment, ils sont très attentifs à tous ces indicateurs économiques. Quand on dit on a une difficulté sur tel ou tel sujet, il faut en apporter les preuves et c'est des preuves chiffrées. Donc cette partie un peu suivi des indicateurs clés de notre secteur. La partie européenne, c'est plutôt lié à tout ce qui est administration européenne. Donc on est régulièrement en contact avec Bruxelles via notre fédération européenne Euratex. Donc on suit tous les dossiers de politique commerciale, tous les sujets, puisque les sujets sont quand même traités au niveau de la Commission européenne et ensuite en France, même si on peut apporter nos sujets. Et j'ai une autre partie qui est beaucoup plus fun et qui n'est pas dans mon poste, qui n'est pas dans mon titre en tout cas, c'est la partie internationale. D'accord. Voilà. Donc vous êtes amené à vous déplacer Tout à fait. D'accord. Donc on a des actions, des opérations collectives à l'étranger via des missions de prospection, via des participations collectives à des missions, à des salons, ou des rendez-vous B2B très axés par rapport à des recherches de clients ou de fournisseurs. Merci Joëlle. Au même titre que vous vous en doutez que les entreprises en France, le monde des organisations professionnelles a du mal à recruter. Justement, si vous aviez un message à passer auprès de salariés qui voudraient s'engager dans les organisations, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, nous, on est particulièrement, effectivement, touchés par cette problématique d'attractivité dans notre secteur. Là, je ne parle pas d'organisation professionnelle, mais au niveau vraiment des entreprises que vous représentez. Voilà. On est vraiment resté dans une image un peu vieillissante du secteur textile, alors que l'industrie textile a évolué ces dernières années. On est dans un environnement bien plus fun qu'avant. Le textile, c'est aujourd'hui à 40% de notre chiffre d'affaires, c'est dédié au textile à usage technique. Et quand on dit textile à usage technique, c'est l'aéronautique, c'est le bâtiment, c'est la santé, c'est des innovations mais improbables. Et moi, je suis toujours très émerveillée de toutes ces innovations dans notre secteur. Et ce qui me peine, c'est effectivement que nos entreprises ont du mal à recruter. Et puis, il y a un enjeu de transmission des savoir-faire. C'est intéressant en vous écoutant, c'est-à-dire que pour vous aussi, travailler dans une organisation professionnelle ou une association professionnelle, on dit les deux termes, c'est aussi une quête de sens en fait. Vous trouvez qu'il y a du sens à travailler dans une association professionnelle ? Complètement. Moi, j'ai travaillé en fait dans cette organisation professionnelle depuis la fin de mes études. Ah oui. Donc j'ai fini l'école, j'ai fait commerce international. On m'a dit vous avez un poste au sein d'une organisation professionnelle. Donc vous saviez ce que c'était, oui. Vous saviez ce que c'était ? Non, je l'ai fait en alternance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir auprès des jeunes, c'est l'alternance, parce qu'on découvre un milieu, on découvre un secteur, on découvre une organisation. Et ces 2 années d'alternance m'ont permis de découvrir ce qu'était une organisation professionnelle. Et ensuite, on m'a demandé de rester alors que j'avais aussi la possibilité de poursuivre mes études. Et maintenant, je suis restée. Et là, ça fait plus de 25 ans. D'accord. Que je suis en poste. Alors évidemment, je ne suis pas responsable depuis 25 ans. Donc mon poste a évolué en fonction de l'actualité du secteur textile. Parce qu'on a eu des années où on a été, tout à l'heure, vous parliez d'une crise dans notre écosystème. On a vécu la fin des quotas chinois. Pour nous, textile, c'est hyper important. C'était une date clé 2005. Et c'est des retournements de situation. Donc, autant, moi, j'ai passé mes premières années avec une attitude très défensive de notre secteur. Et là, je passe mes dernières années, les années en cours, avec une attitude beaucoup plus offensive. Et donc, c'est très excitant parce que c'est vraiment deux attitudes différentes. Et c'est pour ça que, voilà, je suis restée parce que on a des défis qui ont évolué, qui sont différents d'année en année et des enjeux à relever et qui sont très dynamisants et excitants. Justement, pour relever ces défis, vous avez votre déléguée générale qui est en face de vous. Quelle synergie vous avez mis en place avec elle ?
Une nouvelle déléguée générale, hein, donc oui. Moins d'un an, elle nous l'a dit, moins d'un an. Alors qu'avec mes précédents, c'était beaucoup plus long et je pense qu'on peut faire un gros travail dans la durée. Mais nos synergies, elles sont en train de se construire, j'ai envie de vous dire. Donc avec un échange permanent, une ouverture d'esprit et voilà, on développe ça petit à petit et je pense que les premiers mois ont été plutôt, ces premiers mois sont plutôt positifs et concluants, je pense. D'accord. Et justement, si on essaie de se projeter, même si vous êtes là depuis un moment dans les organisations, vous voyez en termes d'évolution professionnelle DG à votre tour, peut-être ? Alors non. Ah, pourquoi ? Clairement non, parce que ça fait 25 ans que j'ai développé mon expertise, qui est très recherchée aujourd'hui et qui est très appréciée de mes industriels. Et alors vraiment, j'en tire une très grosse satisfaction. Et si mes adhérents sont contents du travail de l'aide qu'on peut leur apporter. Voilà, donc je me nourris de ça. Après, en tant que DG, on a une vision. Alors, on prend de la hauteur, évidemment, oui. Mais j'ai l'impression qu'on survole un peu tous les dossiers, on développe pas toutes les expertises. Et j'ai pas envie de perdre ces expertises et puis ces relations que j'ai mis en place, etc. Et puis bon, pour être très très honnête, on me l'a pas proposé. Merci en tout cas Joëlle, merci Bernadette, merci en tout cas, comme vous l'avez dit, pour ces échanges francs et sincères. Donc je vous propose de nous retrouver le mois prochain pour découvrir un autre ou une autre DG. Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP. À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.